Édouard, plein de lecteurs se posent des questions légitimes sur la monnaie parce que c'est difficile à comprendre la monnaie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe, ce mystère, cette étrangeté sur laquelle à une époque les pièces de monnaie, elles étaient en métal, elles avaient une valeur propre, c'était sous les rois, comme on dit, hein. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des billets de banque. C'est quoi la valeur intrinsèque d'un billet de banque par rapport à une pièce de monnaie comme il y en avait au Moyen-Âge, et comment ça se fait qu'on est passé de l'un à l'autre? C'est le fond du problème, et c'est un basculement qui a eu lieu avec la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler que de temps immémorial, la monnaie, ce sont des objets particulièrement précieux ou des matériaux, des matières particulièrement précieuses. On a retrouvé des monnaies qui sont des coquillages dans certaines îles du Pacifique. On voit, si on se limite au bassin méditerranéen, on voit petit à petit l'or, l'argent, quelques autres métaux devenir les monnaies. Pourquoi? Parce que, à la fois, ça c'est très important à comprendre, à la fois la monnaie c'est un bien, mais c'est un bien qui doit servir d'étalon. Alors il faut se rappeler ce que nous dit la philosophie politique grecque. La monnaie sert à mesurer la valeur, elle sert à conserver cette valeur dans le temps, et elle est un instrument d'échange. Et c'est l'ensemble de tout ça. Ce qui fait que pour nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, si on leur avait dit qu'un billet de banque c'était de la monnaie, ils auraient écarquillé les yeux comme ça, parce que non, un billet de banque c'était un moyen de paiement qu'éventuellement on pouvait échanger contre une certaine quantité d'or ou d'argent quand il y avait encore deux étalons en Europe, l'étalon or et l'étalon argent, on y reviendra tout à l'heure. Mais la monnaie, c'était effectivement une certaine valeur, une certaine quantité de métal qui avait une valeur reconnue. Cette valeur reconnue, pour qu'il y ait une monnaie, il faut qu'il y ait un cours légal. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément l'État, au contraire, qui définit la valeur de cette monnaie. L'État est là, pourquoi? Pour reconnaître que la monnaie utilisée a un cours légal. Mais historiquement, les monnaies ont souvent été des monnaies qui n'étaient pas battues par le souverain, il y a eu toute la phase des banques privées, en particulier en Angleterre à partir du XVIIe siècle. Et surtout, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où on utilise des métaux précieux, ils peuvent avoir une reconnaissance universelle. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on peut, sans que ces pièces aient une valeur monétaire, puisqu'il y a eu une démonétisation de l'or ou de l'argent, mais on peut aujourd'hui acheter pour une certaine valeur des souverains britanniques, des Napoléons français ou des Louis d'or. Et pourquoi? Parce que à une certaine époque, c'était reconnu comme ayant une valeur monétaire. Mais restons sous Philippe le Bel, notre roi fétiche, qui a fait tant de bien aux Templiers, que quand Philippe le Bel cherche de l'argent, cet argent, cette monnaie qu'il cherche, est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque? Oui, elle a une valeur intrinsèque. C'est en fait le grand conflit qui commence au Moyen-Âge, c'est que la monnaie, c'est une certaine quantité d'or ou d'argent, et ça, personne ne peut contester la quantité d'or ou d'argent. Cette quantité d'or ou d'argent, elle sert à acheter une certaine quantité d'autres biens. Comme les rois, les souverains étaient le plus souvent désargentés, leur tentation, c'était de confisquer les pièces, de fondre l'or ou l'argent et de refabriquer des pièces en gardant la valeur nominale mais en mettant une quantité d'or ou d'argent moindre.
C'est-à-dire que, en fait, la tentation d'évaluer la monnaie, elle ne date pas de l'époque moderne, elle ne date pas de l'état du XXe siècle, elle est beaucoup plus ancienne. C'est la raison pour laquelle, au XIVe siècle, Nicolas Orem est le premier théoricien de la monnaie qui doit être indépendante du pouvoir politique. Alors ça peut peut-être surprendre certains de nos lecteurs, mais l'idée selon laquelle il faut rendre la monnaie indépendante du pouvoir politique pour éviter qu'elle soit manipulée, c'est une vieille idée de tous les partisans de la liberté. Et d'ailleurs, je rappelle la grande conférence de presse du général de Gaulle le 5 février 1965, dans laquelle ce défenseur intransigeant de la souveraineté française explique que la monnaie doit être une monnaie universelle, à savoir l'or, et qui ne doit pas dépendre de la politique de tel ou tel État. En février 65, De Gaulle annonce tous les malheurs qui vont tomber sur le monde si on sombre dans le régime de l'étalon dollar, ce que malheureusement on a fait au début des années 70. Et de façon très significative, De Gaulle, qui était bien formé et qui comprenait beaucoup de domaines au-delà de la question militaire, fait référence à l'avant 1914, c'est-à-dire à un système monétaire stable, où ce qu'on appelait monnaie c'était la pièce d'or, et où il y avait effectivement des moyens de paiement, mais si vous voulez, il faut comprendre que ce qui est né au Moyen-Âge, l'invention géniale de l'Occident, c'est de se dire, si on crée une économie sur la confiance, on n'a pas besoin d'avoir en permanence une encaisse qui couvre à 100% les moyens de crédit ou de paiement émis. Et pour faciliter la circulation monétaire, pour aider l'économie, pour faciliter l'investissement, eh bien on se met à se dire qu'il suffit d'avoir une couverture de 30 à 40% des moyens émis. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que l'invention géniale des banquiers italiens au début du Moyen-Âge, enfin au XIIe siècle, c'est la lettre de change. Ensuite, la lettre de change, elle a connu... Alors, qu'est-ce qu'une lettre de change? Explique-nous ce que c'est concrètement. La lettre de change, ça veut dire que je suis un marchand qui commerce entre Gênes et Londres. Je n'ai pas envie de me transporter à chaque fois ma caisse de pièces d'or ou mes lingots. D'abord parce qu'il y a un risque de naufrage, ensuite parce que je risque de me les faire voler par des pirates ou par d'autres, et puis parce que c'est lourd. Et donc, mon banquier à Gênes, qui lui stocke les pièces, il a un correspondant à Londres, et il atteste par un bout de papier, mais qui est une lettre qui a de la valeur parce que c'est lui qui l'atteste et qu'il a des pièces en stock, il atteste que j'ai en dépôt chez lui une certaine quantité de pièces d'or ou d'argent, et que donc il est possible à Londres de me donner la quantité équivalente selon l'accord qu'ils ont passé entre eux. Voilà. Et donc ça, c'est une invention absolument géniale. C'est la banque privée. C'est la banque privée. Et ça a permis de développer le commerce, la vie économique, ça a permis de développer l'investissement. Et c'est un système qui était fondé sur la confiance. Et effectivement, ce que faisaient les souverains ou les seigneurs féodaux, c'était de reconnaître que sur leur territoire, telle ou telle pièce avait un cours légal. Donc il faut que le roi d'Angleterre, où il faut que la ville de Gênes reconnaisse la valeur respective des moyens de paiement utilisés. Mais ça, c'est le début. Ensuite, la lettre de change, eh ben, elle a eu deux développements évidents quand on arrive à l'époque moderne. La première, c'est le chèque. Ça n'est qu'une version plus maniable de la lettre de change. Et l'autre, c'est le billet de banque, qui n'est guère qu'un chèque à taux fixe, effectivement. Et donc il faut comprendre que jusqu'en 1914, c'est comme ça que pensent les Européens. C'est-à-dire une monnaie de référence, enfin fondée sur une valeur refuge, sur une valeur métallique, avec des billets qui permettent
de payer sur le fondement de cette valeur. Alors, ce qui se passe pendant la guerre, et surtout pendant la Première Guerre mondiale. Un tout petit peu. Oui. Est-ce que les banquiers du Moyen-Âge accordaient des crédits? Bien sûr. Très rapidement, on a l'idée qu'on peut même avancer par un de ces moyens de paiement, par un de ces moyens par une lettre de change. Par une lettre de change, on peut avancer de l'argent en échange d'un remboursement. Alors c'est là qu'il y a une autre invention géniale des banquiers du Moyen-Âge. On va dire beaucoup de bien des banquiers privés. Là, ça va peut-être surprendre certains auditeurs. Tu vas te faire haïr. Voilà, mais l'autre invention géniale, c'est le taux d'intérêt. Alors, je m'explique. On avait en gros... dans l'Antiquité, il y avait deux façons d'approcher cette question du prêt, du crédit, de la dette et de la créance. Il y avait des facteurs religieux qui disaient il est immoral d'exiger un taux d'intérêt. Et on connaît ça par la tradition biblique, par certains courants de la tradition chrétienne, par l'islam. Et puis il y avait un secteur qu'on appelait l'usure, parce qu'il fallait bien de temps en temps se faire prêter de l'argent, mais les gens qui prêtaient cet argent voulaient en vivre. Mais l'usure, le principe, c'était d'imposer un taux d'intérêt totalement... qui assommait le débiteur. C'est-à-dire que quand vous imposez un taux d'intérêt de 30, de 40, de 50%, évidemment, il est peu probable que la dette puisse être remboursée. L'invention géniale du Moyen-Âge, et d'ailleurs, les théologiens chrétiens y ont contribué, en lisant par exemple les paraboles de l'Évangile, la parabole des talents. Il faut faire fructifier ce qu'on possède, son patrimoine. Donc, il faut faire fructifier les talents au sens monétaire, puisque c'était une monnaie grecque. Cette parabole des talents, ça fait réfléchir et on se dit, mais faire fructifier l'argent n'est donc pas moralement répréhensible, puisque le Christ l'a dit. L'a donné en exemple. Alors c'était une parabole pour renvoyer à des réalités spirituelles, mais le génie des chrétiens du Moyen-Âge, c'est de se dire, mais le Christ s'est incarné, donc le réel est bon, et donc on va prendre ça presque littéralement. Et donc, le grand changement du Moyen-Âge, c'est qu'au lieu de tuer le débiteur à l'avance en lui imposant un taux d'usure, on le remplace par un taux d'intérêt modéré de 3, 5, maximum 10%, qui lui permet de rembourser sa dette et qui permet à certains de faire circuler l'argent plus rapidement et de vivre de ce commerce. Là encore, c'est le développement du métier de la banque. Et ceci a été magnifiquement expliqué par un auteur dont on lit d'habitude la philosophie politique, mais on oublie qu'il a écrit des considérations sur la monnaie, c'est John Locke. John Locke dans les années 1690, et John Locke explique très bien il explique deux choses. Il explique que l'invention vraiment essentielle, c'est le taux d'intérêt modéré. Et il explique d'autre part qu'il y a une sorte de régime naturel de la monnaie avec un double étalon, avec une monnaie pour les transactions de proximité, la vie quotidienne. Alors, en l'occurrence, en Europe de l'Ouest, à l'époque, c'était l'argent métal, et une monnaie pour épargner, pour placer, pour investir, pour faire du commerce de longue distance, qui est l'or. Et en fait, on voit surgir à la fin du XVIIe siècle toute une théorie de la monnaie moderne et qui explique l'extraordinaire prospérité de l'Occident à partir du XVIIIe siècle et le décollage de l'Occident. Il y a pour ça les outils monétaires, mais il est très important de comprendre que ces outils monétaires ne sont pas simplement des outils d'échange, ne sont pas simplement des outils de transaction, ils sont, et de mesure, ils sont aussi des outils d'épargne. Et la monnaie conserve la valeur. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est que le billet de banque
eh bien, sur le long terme, le billet de banque, sa valeur tend à zéro parce que c'est le prix du papier. Donc c'est très proche de zéro. Alors que la pièce d'or ou d'argent, elle conserve sa valeur à travers les époques. Est-ce que tu peux du coup prendre bien le temps de nous expliquer ces notions qu'on appelle le bimétallisme ou le monométallisme, ou la notion d'étalon or, étalon argent? Quand on dit c'est l'étalon or jusqu'en 1914, en réalité ça a été jusque dans les années 30, l'étalon or, ça voulait dire quoi cette expression d'étalon or, que tout le monde comprenne bien? Alors, un étalon métallique, ça veut dire que le métal en question est reconnu comme la référence monétaire sur un espace donné. En l'occurrence, on parlait de gold standard parce que les Britanniques avaient voulu et avaient réussi de fait à imposer l'or comme l'étalon universel, comme la monnaie universelle. Donc alors, l'étalon, ça renvoie à la notion d'instrument de mesure de la monnaie. Je disais tout à l'heure, il y a la mesure de la valeur, il y a l'instrument de l'échange, et il y a la conservation de cette valeur. Et donc on a effectivement un étalon or. Alors c'est toute une histoire qu'il faut raconter, qui souvent n'est pas comprise. Il y a aujourd'hui d'excellents esprits qui regrettent la période de l'étalon or parce que la monnaie était stable, parce qu'il y avait peu d'inflation, parce que les taux d'intérêt restaient, à la fois permettaient un rendement mais restaient modérés, et qui disent pourquoi est-ce qu'on n'y revient pas. D'ailleurs c'est ce que le général de Gaulle dit en 1965. En fait, il faut remonter plus dans le temps, c'est pour ça que je parlais de John Locke. John Locke, donc XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, l'un des fondateurs du libéralisme. Voilà. Et donc il y a, je crois, à comprendre que l'or, par définition, est plus rare que d'autres métaux. Et qu'il s'agisse de l'argent, du nickel ou d'autres. Bon. Et donc en fait, on a vu apparaître, et ça a été une évolution naturelle, on pourrait dire une évolution spontanée. À travers les siècles, en histoire, on a vu apparaître dans toutes les régions du monde un double étalon. Ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire un étalon pour les relations, une monnaie, pardon, pour les relations de proximité, pour la vie quotidienne, pour les petits montants. Et en Europe de l'Ouest, en France, en Angleterre, au XVIIIe siècle, c'est l'argent, essentiellement. Et une monnaie pour les plus gros montants, pour le commerce, pour les transactions de longue distance, pour aussi la thésaurisation, ou on va dire l'épargne. Plus précisément, c'est plus exact en régime capitaliste. Et Locke fait très bien comprendre que d'une certaine manière c'est le système monétaire naturel. Transportons-nous à l'autre bout du monde, en Chine, au XVIIe ou XVIIIe siècle, on a deux monnaies aussi. Là, l'étalon, parce qu'il est abondant, c'est la monnaie la plus forte, c'est l'argent. Et puis il y a le nickel, qui est un métal plus répandu, qui a moins de valeur, qui sert pour les relations de proximité. Donc, il y a effectivement une révolution au début du XIXe siècle et une décision qui n'a pas été une bonne décision, qui n'a pas correspondu au maintien de l'ordre spontané et de ce qu'on pourrait appeler la monnaie naturelle. C'est le moment où les économistes britanniques, Ricardo le Ier, ont recommandé à l'Angleterre de ne garder qu'un seul étalon des deux, celui qui avait le plus de valeur, à savoir l'or. Et alors, c'est très intéressant parce que dès 1825-26, on a la première crise qui est identifiée par Marx, en l'occurrence, comme une crise de surproduction. Et il dit que c'est la première crise du capitalisme au sens moderne. Et en fait, Marx se trompe. Il voit bien qu'il se passe quelque chose, mais comme Marx ne comprenait pas les phénomènes monétaires, il ne comprend pas que ça n'est pas une crise de surproduction, c'est une crise de rareté monétaire, puisqu'on a retiré de la circulation l'argent-métal, et que donc toute une partie de la population est devenue moins riche,
n'a plus les moyens d'acheter un certain nombre de produits. Et donc c'est la première crise moderne, mais c'est une crise monétaire. D'ailleurs, on aura le temps d'expliquer que la plupart des grandes crises de la modernité ne sont pas des crises du capitalisme en tant que tel, ce sont des crises monétaires. Ce sont des crises liées à l'instabilité du système monétaire. La monnaie n'est pas neutre, contrairement à ce que disent certains économistes. Et donc, malgré tout, le système d'état-noir a sa forme de stabilité. On le voit tout au long du XIXe siècle. Nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents parlaient avec nostalgie du franc Napoléon, qu'on a appelé aussi le franc germinal. C'est le franc dont le cours est défini au début du XIXe siècle et qui dure jusqu'en 1914. Les Français, en 1910, étaient très fiers de la stabilité monétaire sur plus d'un siècle. D'ailleurs, c'est très rare, puisque on faisait allusion à ces souverains du Moyen-Âge dont le caractère désargenté les conduisait à confisquer la monnaie, la fondre et remettre en circulation des pièces qui avaient été de fait dévaluées. Donc il faut bien comprendre que l'étalon métallique apporte de la stabilité. L'inconvénient du seul étalon or, c'est qu'il ne produit pas assez de monnaie pour suivre l'activité économique. Et de ce point de vue-là, si nous devions revenir, et nous devrons revenir à un système stable, on peut penser qu'il ne faudra pas, dans les référents qui serviront à définir la valeur de la monnaie, il ne faudra pas mettre seulement de l'or, il faudra mettre sans doute plusieurs métaux précieux, de manière à avoir la possibilité de mettre à disposition plus de moyens de paiement, plus de moyens de crédit pour les acteurs économiques. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Et ce qui se passe effectivement, c'est que ce système est très stable, c'est lui qui permet l'essor économique du 19e siècle, simplement arrivé à la Première Guerre mondiale, les États se trouvent devant un problème, c'est que leur besoin de financement de la guerre est bien supérieur à la quantité de monnaie métallique d'or qu'ils ont en stock. Et en temps de guerre, c'est d'ailleurs ce que l'Angleterre avait fait pendant les guerres napoléoniennes, les États ont tendance à suspendre le cours légal de la monnaie et à financer la monnaie par différents moyens. Ça peut être l'impôt, ça peut être l'inflation, ça peut être l'emprunt. En pratique, pendant la Première Guerre mondiale, ça a été un peu de tout. Ce qui se passe après la Première Guerre mondiale, c'est que les États, par prestige national, veulent revenir à l'étalon or, au taux de change entre le franc et l'or, entre la livre et l'or, au taux de change de 1914, ce qui évidemment est impossible parce que l'appareil industriel a été en partie arrêté pour être détourné vers l'effort de guerre, parce que il y a de l'inflation, parce que le pays est en partie ruiné. Alors finalement les Français sont plus raisonnables que les Britanniques, et en 1928 Raymond Poincaré accepte une dévaluation du franc pour conserver l'étalon or. Malheureusement, Churchill, le grand Churchill, ne comprenait pas bien les problèmes monétaires, et en 1925, il veut rétablir le cours de 1914, et ce qui crée une crise importante en Grande-Bretagne à cette époque. Mais il ne faut pas accuser l'étalon or des problèmes économiques de l'entre-deux-guerres, il faut critiquer les gouvernements qui ne comprennent pas, souvent les gouvernements ne comprennent pas comment fonctionne la monnaie, et qui donc ont voulu, pour des raisons de prestige, revenir au cours de 1914, et ont constaté soit que c'était impossible, soit ont cassé leur économie. À partir de là, il se passe quelque chose aussi pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'irruption des États-Unis dans le jeu monétaire. Et alors là, il se passe quelque chose de tout à fait pervers, mais qui souvent n'est pas connu, c'est que les États-Unis, qui ont attiré à eux plus de 50% de l'or du monde,
de fait à cause des paiements par les Français et les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale, l'achat de marchandises civiles ou de matériel militaire. Les États-Unis décident de ne pas remettre l'intégralité de cet or en circulation. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent de l'idée que leur signe de papier, le dollar, le papier-monnaie qu'ils émettent, eh bien, ils veulent l'imposer comme étant aussi bon que l'or. As good as gold. Et donc, ils gardent une partie de l'or et à la place, au lieu de prêter la monnaie métallique, ce qui aurait été naturel, ce qu'on a fait d'ailleurs en grande partie après la Deuxième Guerre mondiale avec Bretton Woods. Là, les Américains ont remis l'or en circulation de facto. Mais après la Première Guerre mondiale, non, ils préfèrent prêter des dollars. Sauf que ça casse complètement le thermomètre monétaire, puisque la monnaie papier, vous pouvez les mettre en grande quantité, mais ça casse très vite la confiance. Il peut y avoir le papier, il y a un moment où les gens ne savent plus sa valeur réelle. Donc ça engendre une panique. C'est ce qui se passe à la fin des années 20 quand il y a la crise économique. Tous les avoirs américains en Europe sont rapatriés pour essayer de sauver les meubles. Alors si ça avait été de l'or, on aurait su et on aurait pu sans doute laisser une partie dans les caisses des banques européennes. Donc il faut bien comprendre que beaucoup se joue avec la stabilité de la monnaie et avec le référent métallique. Merci Edouard, j'espère que tu nous feras une longue intervention sur dollars et talons or au cours du XXe siècle, parce qu'on a effleuré Bretton Woods, mais on n'a pas tout évoqué sur Bretton Woods, le Bancor, la stratégie de Keynes, etc. Et j'espère que tu nous parleras des particularités de la stratégie des stratégies monétaires depuis la fin de la convertibilité du dollar en or au sortir de la guerre du Vietnam. On se donne rendez-vous pour de prochaines interviews. Merci Eric.